Bonjour et bienvenue sur cette 14e vidéo de la philosophie de combat. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au désir. Définition du désir. Les désirs. Prise de conscience d'une tendance vers un objet connu ou imaginer cette tendance. Désir vient du latin desirare, qui veut dire regretter l'absence de quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous parle du désir? Parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre être, qui est en nous, qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui est là. Et je vais essayer de vous le prouver assez rapidement. Si vous essayez de bouger votre main un peu n'importe comment, eh bien c'est assez facile puisque vous maîtrisez la chose et vous pouvez bouger votre main un peu comme vous voulez, ce que je suis en train de faire. Là, c'est la liberté. Ça n'a aucun sens ce que je fais, mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai testé ma liberté. Par contre, si je veux tester mon désir, là, c'est quelque chose d'autre. Alors attention, je vais être un petit peu vulgaire. Essayez maintenant d'avoir une érection, puisque vous pouvez si facilement bouger votre main, essayer de bouger une autre partie de votre corps, et cette partie de votre corps, vous n'arriverez pas à la bouger, tout simplement parce qu'il vous fait un objet de désir. Donc si à 3, je vous demande d'avoir une érection, vous allez essayer d'en avoir une sur commande. 1, 2, 3. Voilà, évidemment, ça ne marche pas, puisque de toute façon, on ne peut pas avoir ce genre de choses, on ne peut pas diriger cette partie-là de notre corps, de toute façon, parce qu'il nous faut un désir, il nous faut un objet du désir, il faut désirer pour pouvoir agir par rapport à ce niveau-là de notre corps. Voilà, j'essaye de pas trop être vulgaire, comme vous voyez. Un autre exemple moins vulgaire, ce serait de dire, essayez tout simplement de saliver, comme quand vous avez faim ou vous n'avez pas mangé depuis un certain temps, et puis on vous met un plat devant vous, vous allez saliver beaucoup, tout simplement parce que votre estomac se prépare à recevoir beaucoup de nourriture. Eh bien, c'est la même chose. Vous testez votre désir et quand le désir vient, eh bien, votre corps réagit d'une certaine façon, que ça soit d'ailleurs des désirs sexuels ou des désirs de manger, ce genre de choses. Donc voilà, en 5 secondes, je viens de vous montrer que vous êtes un être de désir, tout simplement parce que si vous ne désirez pas, vous n'allez pas, votre corps ne va pas réagir de cette façon. Et comme notre corps réagit de cette façon-là, on sait et on est persuadé, on peut se persuader soi-même, en tout cas c'est quelque chose de réel qui existe dans notre corps et dans nous, dans notre être, c'est le désir. Alors le désir, on a des mots pour dire ça aussi, on parle de l'appétit, ou la libido, c'est la même chose. La libido n'étant pas forcément sexuelle, mais la libido peut être aussi un appétit au sens large. Le goût de la vie, le goût des femmes, le goût des hommes, ça dépend de quelle est votre orientation. Le goût des bons plats, le goût du bon vin, ce genre de choses. Et toutes ces choses-là, ça va faire appel à quelque chose en vous qui s'appelle le désir. Alors j'ai parlé de désir sexuel, hein, j'ai aussi parlé de désir gastronomique. Et puis si vous pensez à ces objets, à ce désir-là, il vous faut un objet pour ressentir ce désir en vous. Alors voilà, une femme, un homme, ça dépend de qui vous êtes. Et puis pour manger, si on vous place devant vous un poulet rôti avec un gros pot de mayonnaise, et bien surtout de la bonne mayonnaise fait maison, et bien la plupart d'entre vous vont se mettre à saliver rien qu'en pensant au poulet. Puis après en le mangeant, et bien ils vont se régaler. Mais c'est vrai que deux façons de désirer, qu'on mette l'objet du désir face à vous, ou alors imaginer ce désir, comme l'indique la définition, c'est-à-dire imaginer une belle femme, ou alors imaginer un gros poulet rôti avec de la mayonnaise fait maison, c'est toujours très très bon. Et quand on a cet objet-là, ou qu'on tend vers cet objet-là, eh bien on désire. Le désir n'est ni quelque chose de vicieux ou de vertueux, c'est quelque chose qui est nécessaire à votre survie. C'est pour ça que je me suis permis de prendre le premier exemple que j'ai donné. Essayez d'avoir un désir sexuel tout de suite là maintenant, eh bien vous avez besoin d'un objet du désir. Mais ce n'est pas malsain, bien ou mal. Enfin, on verra beaucoup plus tard quand on fera un peu de politique, évidemment, il y a des implications derrière dans ce désir, mais on va dire que les désirs font partie intégrante de notre être, et sans désir, l'être humain ne pourrait tout simplement pas se reproduire, et donc l'homme n'existerait plus à ce moment-là. Et donc il faut savoir qu'on est un être de désir, qu'on a plein de désirs, et il faut savoir catégoriser ses désirs, gérer ses désirs, pour son bien personnel et pour celui des autres, et puis on va voir une liste de désirs, une façon de voir et de gérer ses désirs. Alors les trois grandes logiques principales du désir sont les suivantes. On désire parce qu'on manque de quelque chose. Par exemple, si vous manquez de nourriture, vous avez faim,
Si vous manquez d'eau, vous avez soif. On désire aussi parce qu'on est curieux. Et là, c'est le désir de découvrir quelque chose d'inconnu. Et enfin, on désire parce que cela nous semble moral, parce que cela s'inscrit dans une éthique. Alors dans cette grande logique qu'est le manque, on désire ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas. Alors ça peut être manquer de ce qu'il nous faut. Si on a froid, on a envie d'avoir une couverture pour ne plus avoir froid. Si on a faim, on veut manger pour ne plus avoir faim. Si on a soif, on a besoin de boire pour ne plus avoir soif. Ça peut être tout simplement manquer d'amour, manquer de reconnaissance dans son travail. Ça peut être beaucoup de choses et on désire ces choses-là parce qu'elles nous manquent, parce qu'on en a besoin. Dans le manque, il y a aussi une autre grande logique. Donc là, pour l'instant, on manque de ce qu'on connaît. Hein. Ça va être important pour voir la suite. Et on manque de ce qu'on connaît. Donc voilà, nourriture, amour, ça. Et il nous manque ce que l'autre possède. Ça, c'est la deuxième grande logique dans le manque. Ce que l'autre possède, c'est-à-dire que si on voit une personne avec, je sais pas, le dernier gadget, téléphone portable à la mode, eh bien cette chose-là nous manque, pas parce que on la connaît déjà, mais on la connaît sans la posséder. Mais cette chose nous manque justement parce que l'autre la possède et on ne la possède pas. Et donc l'autre grande logique du désir, c'est de vouloir ce que l'autre possède, et tout simplement, ça s'appelle le mimétisme. Si vous voulez plus d'informations sur ça, vous allez voir les livres de monsieur René Girard. Le mimétisme, c'est assez simple, c'est que on désire ce que les autres ont. Si les autres, ils ont la gloire, la fortune, s'ils ont des femmes, s'ils ont de l'argent, etc., eh bien, on n'a jamais connu le fait d'être riche, mais par contre le désir, parce qu'on a vu des gens riches, beaux, jeunes, intelligents, etc., s'amuser, être heureux, etc. Et tout ça, on le voit, et on se dit, mais ça me manque. C'est vrai que c'est plutôt agréable d'être riche que d'être pauvre. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'on le désire? C'est pas parce qu'on n'a jamais fait l'expérience, bon ça peut être aussi être ça, mais c'est surtout parce qu'on se dit que si l'autre est plus heureux en étant riche, ou l'autre est plus heureux en étant ceci, cela, en étant reconnu, en ayant un statut social plus élevé, et ce genre de choses, eh bien on désire cette chose qui nous manque. Alors attention, ça peut être désiré. Alors il y a plusieurs violences du désir, hein, parce que le désir est toujours violent parce qu'il est assez bestial. Donc le désirer l'autre, ce qui nous manque parce que l'autre le possède, ça peut être par exemple quelqu'un qui veut, je sais pas moi, devenir un grand économiste par exemple. Eh bien, il voit d'autres grands économistes qui s'expriment à la télé, que tout le monde écoute, que les gens respectent, qui ont une chaire d'université, qui partagent leurs sciences, qui enseignent, etc. Et quelqu'un qui veut devenir un grand économiste, il va vouloir devenir ce grand économiste il le désire profondément parce qu'il a vu que ça marchait bien pour l'autre et qu'il désire ce que l'autre est en train de vivre. Alors le mimétisme ça peut être de deux façons. La façon intelligente et sage, c'est d'essayer d'imiter l'autre dans son emploi du temps, c'est-à-dire essayer de vivre comme lui, travailler autant que lui, avoir lui les mêmes choses, avoir les mêmes limites, avoir les mêmes exemples, avoir les mêmes métaphores, essayer d'imiter l'autre. Donc ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, et malheureusement c'est pas toujours comme ça qu'on fait, mais si on veut devenir un jour un grand joueur de ping-pong, eh bien il va falloir en tout cas au début, commencer par imiter les grands joueurs pour commencer à rentrer dans un processus qui va nous permettre d'atteindre ce désir-là. Ou alors il y a l'autre solution, malheureusement beaucoup plus courante et beaucoup plus humaine quelque part, qui est d'assassiner, de tuer, de détruire, d'utiliser de la violence de son désir contre l'autre par la violence physique. Et c'est vrai que on peut devenir calife à la place du calife en imitant le calife et en devenant soi-même un plus grand calife, ou on peut tout simplement tuer le calife et prendre sa place. Malheureusement, l'homme choisit souvent la méthode la plus violente pour assouvir ses désirs, surtout quand ce sont des désirs, surtout quand il désire ce que l'autre possède. Voilà. On peut aussi je reviens sur ce que je dis avant, il nous manque ce qu'il nous faut. Alors ça peut être voilà, quand on a faim, c'est sûr que on a déjà connu la faim, sinon on n'aurait jamais survécu. On a déjà connu la nourriture et on en veut plus parce que ça nous manque, il nous le faut.
Alors de logique au manque, hein, il peut nous manquer différentes choses. De l'amour, hein, c'est pas essentiel à notre survie. Par contre, de la nourriture, ça peut être plus essentiel à notre survie. Mais on catégorisera un peu différemment après. En tout cas, de grandes logiques. Hein, il nous manque ce qu'il nous faut et il nous manque ce que l'autre possède. Il nous manque ce qu'il nous faut. Je voulais dire quelque chose. C'était, ça peut être aussi exprimé par de la violence. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas à manger, qui ne mange pas à sa faim, qui a tout le temps faim, et il est tout le temps dans le désir. Et comme j'ai dit, le désir, c'est souvent violence. Et donc, cette personne va essayer d'avoir ce qui lui manque. Ça peut être de l'eau, de la nourriture, euh, souvent par la violence. Maintenant, quand il nous manque de l'amour, c'est pas forcément de la violence qu'on va exprimer. C'est d'autres choses. On va essayer de mettre en place des stratégies un peu différentes pour acquérir l'amour, mais on va voir la différence qu'on peut faire entre le désir d'aimer ou d'être aimé et le désir de manger, et, et on verra ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, première logique, le manque. Deuxième grande logique du désir, c'est la curiosité. Alors, la curiosité, c'est le désir de ce qu'on ne connaît pas. Et l'être humain est un être de désir, et ce désir aussi se retrouve dans l'être humain. Toujours connaître ce qu'on ne connaît pas. Alors, ça peut être faire de nouvelles expériences, de différents types, hein. Ça peut être des expériences scientifiques, bien sûr. C'est-à-dire que pourquoi un chercheur fait de la recherche? Bah, il bien faire de la recherche parce il désire trouver quelque chose qu'on n'a pas trouvé, ou il désire améliorer les connaissances humaines, ou il désire être riche. Tout est louable, hein. Mais qu'est-ce qui est à la base? Ça peut être un désir tout simplement de découvrir l'inconnu. Un peu comme un désir d'explorateur, découvrir ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, si vous devez partir demain dans un grand voyage en Chine ou je ne sais où, eh bien, vous pouvez tout simplement désirer ça, pas parce que vous avez envie de manger des plats chinois en Chine, mais parce que vous avez envie de connaître un autre lieu, de connaître ce que vous ne connaissez pas, la culture chinoise, les Chinois dans le quotidien, vivre en Chine, travailler en Chine, pourquoi pas. Et vous désirez ça parce que vous ne connaissez pas, et vous avez envie de vous enrichir intellectuellement. De nouvelles expériences, hein, ça peut être des nouvelles expériences culinaires aussi, découvrir des vins qu'on ne connaît pas, découvrir des plats qu'on ne connaît pas, ce genre de choses, et puis nouvelles expériences du type sexuel et autres. Donc il y a toutes sortes d'expériences, de nouvelles expériences qu'on peut faire dans la vie, et comme on ne connaît pas, eh bien ça a un côté très excitant de se dire qu'on va découvrir quelque chose de nouveau. Et enfin, euh, là oui, alors ça va beaucoup avec le côté scientifique. Il y a toujours le désir un peu malsain selon moi, mais c'est pas grave, de vouloir être le premier à faire quelque chose. Ça aussi, ça peut être une source de désir, je sais pas moi, être le premier humain à courir le 100 mètres en moins de 9 secondes, par exemple. Ça peut être un désir très puissant qui peut pousser quelqu'un à devenir un grand champion d'athlétisme, parce qu'à la base, il avait ce désir un peu fou, mais qu'il a poussé toute sa vie à devenir le coureur le plus rapide qui ait jamais existé. En tout cas sur 100 mètres. Ça peut être le premier à découvrir quelque chose. Donc on n'est pas forcément curieux parce on va découvrir l'inconnu. Si vous ouvrez par exemple des livres de philosophie, vous allez aussi découvrir de l'inconnu, mais c'est de l'inconnu pour vous et du connu pour l'autre. Mais l'inconnu absolu, c'est découvrir ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, le premier humain qui mettra les pieds sur Vénus, par exemple. Lui, il pourra avoir ce désir complètement fou d'être le premier à aller sur cette planète, je sais même pas si c'est une planète tellurique, mais c'est pas grave, et à y poser les pieds et à s'installer et à boire une bière. C'est peut-être être le premier à faire ça, c'est quand même aussi une bonne source de désir. Après vérification, Vénus est effectivement une planète tellurique. Donc on a vu le manque, la curiosité, et puis l'éthique, c'est-à-dire on désire ce que l'éthique, donc ce dont j'ai pu parler dans mes anciennes vidéos, c'est-à-dire ce que l'on s'était proposé intellectuellement comme étant le plus positif dans une société ou dans une vie à accomplir, eh bien l'envie de suivre son éthique peut être aussi un désir,
et l'inverse aussi, c'est-à-dire l'envie de ne pas suivre ce que tout le monde se propose ou ce que l'on s'était proposé, faire l'inverse de ce qu'on a, ce qui nous est paru comme étant le plus positif possible. Vouloir faire exactement l'inverse, ça peut être aussi quelque chose que l'on peut désirer, malheureusement ou heureusement, ça dépend de son éthique. Euh, donc, on peut désirer ce que l'éthique déprouve, interdit, dévalorise. Hein, ça peut être voilà, au Moyen Âge, ça pouvait être, je sais pas moi, les plaisirs de la chair, comme on disait. Eh bien, si c'est interdit, il y a le goût de l'interdit, et comme l'éthique, on s'est tous proposé qu'on n'allait pas goûter au plaisir de la chair, euh, et ce genre de choses, eh bien, on peut faire exactement le contraire de l'éthique, juste pour le plaisir de l'interdit. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'on peut désirer faire ce que l'éthique approuve, autorise ou valorise. Hein. Si on vous dit par exemple, je sais pas moi, il ne faut pas tromper sa femme, eh bien ça peut être, vous pouvez avoir le désir de justement ne pas le faire, ou à l'inverse le désir de le faire. Ça dépend de votre femme, ça dépend de la situation. Et puis, mais le désir de le faire, là je parle par rapport à l'éthique qu'on s'est fixée, c'est-à-dire que on vous a donné un certain nombre d'interdits, et bien vous avez le désir d'aller à l'encontre de ces interdits, ou à l'inverse, on vous a donné un certain nombre d'interdits et vous avez le désir de les respecter, de faire en sorte que ça fonctionne comme on s'était proposé à la base, donc l'éthique. Plus profondément à l'éthique, il y a le désir de faire preuve d'autonomie, tout simplement. Par rapport à un certain nombre de règles qu'on s'est fixées, on peut se dire je ne vais pas respecter les règles tout simplement parce que je désire faire preuve d'autonomie. Exemple très simple, dans l'éthique on peut se dire je ne mentirai jamais, et puis finalement dans la réalité on ment un petit peu, pas parce qu'on a le désir de faire le mal, mais parce qu'on essaye de prendre un peu d'autonomie par rapport à cette grande réalité qu'on avait pu nous expliquer, ou cette grande valeur absolument grandiose qui est ne pas mentir. C'est super de bien de ne pas mentir. Eh bien on peut se dire que on ne va pas justement se mettre à mentir par goût du vice ou par goût de faire le contraire de ce que l'éthique nous indique, mais juste on va le faire ou pas le faire, juste pour prendre un peu d'autonomie par rapport à ce qu'on pouvait, sous ce qu'on nous a dit ou ce qu'on pouvait envisager. Il y a aussi le plaisir du vice, faut pas se leurrer tout simplement. Euh, C'est-à-dire que on peut faire par exemple, si on vous dit ne vous droguez pas, il y a des bonnes raisons, je vous assure, pour qu'on vous dise ça, eh bien on peut vouloir se droguer quand même, pas par le désir de la drogue, en tout cas pas au début, mais par le désir du vice. Exemple très simple, la cigarette, c'est-à-dire qu'au début, toutes les mamans, enfin, tout le monde vous dit il ne faut pas fumer, et ils ont raison. Et puis après, par goût du vice, le goût du vice de vouloir faire le contraire de ce qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas faire, eh bien vous vous mettez à fumer. Et au début, ce désir que vous avez de fumer alors que vous ne connaissez pas la cigarette, c'est pas de découvrir, c'est purement pour faire le contraire de ce qu'on vous a dit de faire. Et après, évidemment, c'est la dépendance à la nicotine, mais ça, c'est encore autre chose. Parce que là, justement, la dépendance à la nicotine, après, ça serait plus une logique d'éthique, ça serait une logique de manque. Il vous manque de la nicotine, vous êtes nerveux, vous fumez une cigarette. Voilà comment ça marche. Mais au départ, il n'y a pas. Alors, pour très peu d'entre vous, ça sera été la curiosité de savoir ce que c'est. Et puis, la majorité d'entre nous, faut pas se leurrer, c'est au départ, on voulait tout simplement faire le contraire de ce qu'on nous a dit de faire, et on a découvert la cigarette, et puis on s'est rendu compte qu'après, c'était plus le plaisir du vice, mais c'était tout simplement le manque qui nous faisait désirer la cigarette. Alors le problème du vice, c'est souvent des choses comme l'autodestruction, c'est-à-dire que les gens type Marquis de Sade qui vont très loin dans cette logique de toujours dire là il y a il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu. Il n'a pas tout à fait tort d'ailleurs, mais plaisir du vice pose toujours un grand problème d'hubris. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'il fallait pas prendre de drogue, et puis vous mettez toujours, parce qu'on vous a dit de le faire, vous allez faire exactement l'inverse, ou parce qu'on s'est dit ce qui est le plus positif dans une vie, c'est pas prendre de drogue, eh bien, vous allez le faire juste par plaisir du vice. Alors le problème, c'est que toujours, euh, on repousse une limite, on fume une cigarette, puis on repousse une autre limite, puis on repousse une autre limite. Alors évidemment, ça se fait pas sur une année, mais disons qu'entre le moment où on a touché sa première cigarette et puis le moment où on peut aller beaucoup plus loin,
juste par plaisir de faire ce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas faire, ça peut aller très loin. Ça pose un problème d'hubris qui est le suivant, c'est est-ce que vous êtes suffisamment raisonnable pour savoir vous arrêter, ou est-ce que vous allez toujours dans cette logique, ça on me l'a interdit, je pousse la barrière, je vois une nouvelle barrière, je la repousse, et ainsi de suite jusqu'au moment où on devient un monstre. Et puis donc il y a un petit problème d'hubris dans le fait de vouloir avoir le plaisir du vice, mais il y a la grande satisfaction de l'indépendance ou de l'autonomie, c'est-à-dire que vous avez quand même choisi par vous-même d'avoir de faire jouer le désir du vice. Et il y a exactement l'inverse qui existe aussi dans l'être humain, hein. Il y a le plaisir pris à la vertu, ça existe aussi. C'est ça se voit moins, mais ça existe beaucoup. Par exemple, le plaisir qu'on prend à être honorable, fidèle, régulier en affaires, poli, et ce genre de choses. C'est le plaisir de construire, tout simplement. Avant, on avait le plaisir du vice qui était de s'autodétruire. Et puis là, on a le plaisir de la vertu qui est de construire, hein, le désir, l'envie qu'on a profonde de construire une famille, de construire une relation avec ses proches qui est stable, qui est harmonieuse et ce genre de choses. On peut avoir ce désir-là, il est beaucoup plus profond et même beaucoup plus enfin, disons qu'il est plus fort que le désir du vice, tout simplement parce que les êtres humains qui n'auraient que le désir du vice ou que le désir de faire exactement l'inverse de ce qu'ils proposent pour vivre ensemble, je suis pas sûr qu'une société comme ça aurait survécu si longtemps que ça. Par contre, une société où finalement les êtres humains ont un minimum d'honneur, un minimum de fidélité, un minimum de politesse et un minimum quand je dis d'honneur, c'est-à-dire qu'on est réglo en affaires, c'est-à-dire que on peut compter sur nous et ce genre de choses. Il faut quand même que cette tendance soit supérieure à la tendance inverse qui serait justement d'être toujours dans l'escroquerie et ce genre de choses. Donc le plaisir qu'on prend à la vertu, c'est de construire, de sentir qu'on est dans la longue durée, qu'on est dans le solide, dans le sérieux, ce genre de choses. Donc il y a aussi du plaisir qu'on prend à ça. Et puis à un point de vue beaucoup plus personnel, on peut avoir le désir de faire quelque chose que peu de gens peuvent faire finalement, c'est que quand on dit quelque chose, on le fait. D'ailleurs, c'est presque un plaisir, le plaisir du sage. D'ailleurs, si je devais pas résumer toute ma philosophie, mais si je devais résumer un peu de philosophie par cette phrase-là, je dirais voilà, le plaisir du sage, c'est de toujours dire et que les actes suivent. C'est-à-dire que quand il ouvre sa bouche, c'est pour toujours dire des choses qui vont, avec lesquelles les actes vont suivre. Si j'ai dit que j'allais faire ça, je le fais. Et on sait pas si je vais le faire ou pas. J'ai dit que, par exemple, viens chez toi à 8 heures, je vais chez toi, effectivement, je suis là à 8 heures. Alors ça, c'est un exemple assez simple. Et autre exemple, j'ai dit que j'allais te rejoindre en vacances en Australie, c'est un peu plus difficile ça, eh bien je viens effectivement en Australie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le plaisir qu'on prend quand on dit quelque chose, on va le faire, ou quand on dit quelque chose, tout notre corps ou tout notre entourage ou toutes les capacités et les possibilités d'action de notre corps sont complètement centrés sur cet objectif et on va toujours le réussir. Et rien de plus agréable que de pouvoir avoir ce pouvoir-là sur soi, que sa parole ou que sa pensée agisse ou modifie votre action. Vous n'êtes pas forcément tous à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre de l'auto-hypnose et ce genre de choses, mais si vous lisez quelques livres qui sont sur la programmation neurolinguistique, vous verrez tout de suite qu'il y a un certain nombre de façons de faire. On appelle ça des encres, pour ceux qui connaissent. Eh bien, les encres, c'est des états mentaux qu'on a dans notre esprit, qu'on est capable de faire remonter à la surface. Par exemple, tout simplement, quand vous étiez le plus heureux, le plus à l'aise ou le plus tout ce que vous voulez dans votre vie, vous avez besoin d'être dans un état mental. Exemple très simple, vous allez à un rendez-vous galant et vous avez besoin de décontracter, vous avez une encre. Alors une encre, ça peut être se pincer le bras, c'est un geste qu'on fait, et quand on fait ce geste, son esprit va être dans cet état d'âme
Et pour créer une encre, c'est très simple. Vous imaginez par exemple que vous êtes à l'aise, le bord de la plage, ou vous imaginez que tout simplement vous êtes à un rendez-vous galant, vous avez déjà été super charmant, etc. Et vous imaginez ça et vous vous pincez le bras. Vous faites ça plusieurs fois, plusieurs jours, et au bout de 3 semaines, à chaque fois que vous pincez le bras, ou voilà, chacun ses encres, vous réarriverez dans cet état d'esprit dans lequel vous êtes parfaitement à l'aise. Et donc l'idée, mais sans passer par la programmation neurolinguistique, je dirais tout simplement que le plaisir du sage, c'est de pas dire grand-chose, mais quand sa parole est dite, quand la parole du sage sort de sa bouche, elle est dite, eh bien tout son corps, c'est là qu'on voit la maîtrise que le sage a de son corps, c'est que quand il dit quelque chose, bah ça suit, tout simplement. Et pour ça, bah, tout simplement, il faut s'entraîner dans la vie à pas dire tout et n'importe quoi. Moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Il faut simplement dire ce que l'on est capable de faire, donc savoir ce qu'on est capable de faire, et, euh, et dire ce qu'on va vraiment faire et ses intentions. Et comme ça, eh bien, vous vous rendez compte que dans la vraie vie, si on veut vraiment faire ce qu'on s'est proposé de faire, ou ce qu'on explique de faire, ou ce que son éthique, machin, etc., eh bien, la seule manière d'y arriver, eh bien, c'est d'avoir l'habitude de le faire. Donc le sage ne dit pas grand-chose, c'est pas parce qu'il a il a pas de fantaisie ou de désir, etc. Il sait qu'il en a beaucoup, mais il se maîtrise suffisamment pour arriver à un point de la sagesse qui est la parole, un mot, un acte. Ça se suit toujours et c'est toujours le cas. Et pour ça, il faut s'entraîner et pour ça, il faut connaître ses désirs. On a des tas de désirs. On va continuer après sur, bien sûr, il y a encore des tas de choses à dire sur les désirs. Mais pour l'instant, j'ai dit le plaisir d'être autonome et de s'autodétruire ou de faire le contraire de l'éthique, parce que l'éthique c'était la promesse d'une société meilleure, etc. Et vous préférez vous droguer parce que au début surtout parce qu'on vous a dit que c'était pas bien et après parce que vous êtes en manque de drogue. Eh bien, je dirais soucier, il y a aussi l'inverse, c'est bon là je vais un peu m'avancer, mais celui qui est capable de se droguer parce que il veut parce qu'il est dans la logique de se détruire soi-même, eh bien il est tout à fait capable, c'est la même chose finalement, de construire un monde meilleur. Il faut juste changer les doses ou il faut changer sa drogue quelque part. Voilà, rien de plus terrible que d'être soumis, d'être en manque d'une drogue style héroïne. Il vaut mieux être en manque d'une drogue style vérité, ce qui serait plutôt la vérité du sage. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, le problème, celui qui cherche toujours à être dans la morale la plus absolue, hein, parce qu'on ne peut pas toujours, à chaque fois qu'on dit quelque chose, le faire non plus. On essaye au maximum. On y a pris l'habitude. Notre corps réagit en fonction de ce que l'on pense et de ce que l'on dit. Mais le problème, c'est que la réalité n'est pas toujours voilà, l'éthique est une construction intellectuelle, la réalité est une construction tout court. C'est-à-dire que entre la réalité et les constructions mentales qu'on en a, il y a une différence, c'est les perceptions et ou les représentations. Et on peut mal se représenter le monde, ce qui fait qu'on va avoir une éthique qui n'est pas tout à fait correcte par rapport au monde qui existe, et donc on va avoir le désir de suivre une éthique qui ne correspond pas au monde tel qu'il est. Donc vouloir absolument suivre l'éthique, c'est faire l'erreur de penser que toute la, la construction éthique, tout ce qu'on s'est proposé comme étant de plus positif, est forcément juste, forcément vrai, si ça fait des temps d'années, etc. qu'on le dit. C'est pas forcément vrai. Donc ça veut pas dire qu'il faut se droguer, mais ça veut dire que il faut savoir ainsi être autonome et ne pas forcément se fier à ses représentations ou à l'éthique, là sachant que l'éthique est forcément une erreur puisque c'est un jugement humain, hein, on a vu l'ontologie, donc voilà, savoir faire la part des choses. Mais c'est vrai que je reviens plutôt à mon propos de base, qui était de dire que on a ce désir de suivre l'éthique ou de ne pas le suivre. C'est un désir puissant, le plaisir de l'interdit et le plaisir pris à suivre la règle. Les deux existent. Alors, quand on a vu ces trois logiques qui étaient en gros le manque, la curiosité, et puis tout ce qui était de l'ordre de la construction, voilà, ces représentations, on va dire, du bien et du mal, l'éthique. Donc, trois grandes sources du désir, c'est souvent le manque, c'est-à-dire le manque de ce qu'on n'a pas ou le manque de ce que l'autre a. Ça, c'est deux grandes logiques. Toute la société de consommation actuelle fonctionne toujours sur la même chose. Le manque
de ce que l'autre possède. C'est souvent pour ça que on désire beaucoup dans la société actuelle. La curiosité, ça me semble un petit peu, enfin ça peut être tout et n'importe quoi la curiosité, mais essayer de découvrir ce qu'on ne connaît pas, ça me semble euh, un peu plus de l'ordre de l'aventure individuelle, donc vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Euh, D'ailleurs, je reviendrai sur ça beaucoup plus tard. Et puis l'éthique, hein, le désir de suivre la morale, de suivre ce que tu dis, ce que papa dit, ces paroles d'évangile, il faut faire ce que papa a dit, ce que maman a dit, etc. Il faut faire exactement le contraire parce qu'elle a forcément tort. Je plaisante. Et voilà, des grandes logiques du désir qui vont nous amener à désirer. Alors, maintenant, je rentre dans une phase un peu plus qui sort un peu plus de ma culture philosophique, qui sont les grandes façons qu'on a toujours de caractériser le désir, et la façon dont on va caractériser ces désirs, ça va nous permettre de mieux les comprendre, de mieux les dominer, de mieux les saisir. Alors, la première grande différenciation, elle vient, je crois, des épicuriens et d'Épicure lui-même, si je me trompe pas. C'est tout ce qui est, alors moi je dis désir, et là je vais confondre un peu et arbitrairement désir et plaisir. Tout ce qui est naturel et nécessaire, ou naturel et non nécessaire, non naturel nécessaire, non naturel et non nécessaire. Donc, quatre grandes visions de ce que peut être un... Alors je crois que Épicure disait un plaisir, mais ça s'accorde bien aussi avec les désirs. Alors alors là je confonds désir-plaisir, hein, c'est fait exprès. Alors, le désir ou le plaisir, mettez le mot que vous voulez, naturel et nécessaire. C'est qui est naturel, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de, on verra après l'âme, mais ce qui est dans l'être humain, voilà, tout ce qui est presque, je dirais, essentiel à notre survie, qui est vraiment nécessaire, qui n'est pas du superflu, sans quoi on serait malheureux ou sans quoi on ne pourrait pas survivre. À savoir que quand on catégorise, toujours faire attention à une chose, c'est pas parce que je vous dis qu'un désir est naturel et nécessaire que ça rentre dans cette case et ça n'en sort pas. Par exemple, un désir comme le désir sexuel est en même temps naturel nécessaire et naturel non nécessaire. Ça dépend de la dose. C'est comme manger, manger forcément des plats très compliqués, c'est pas forcément nécessaire. Manger une pomme, c'est beaucoup plus simple. Et puis, mais certains pourraient me dire, mais manger des pommes, c'est non nécessaire. On peut manger autre chose. Bref, quand on catégorise, c'est pas pour justement mettre des structures absolument rigides dans l'esprit, c'est pour aider avec quelques concepts, parce que là c'est vraiment des concepts, à un peu mieux appréhender le réel. Voilà, donc c'est pas parce que je dis que manger est un désir naturel nécessaire que ça peut rien être d'autre. Voilà, il faut savoir réfléchir et ne pas poser son jugement. Donc, ce qui est naturel et nécessaire, c'est-à-dire vraiment dont on ne peut pas se passer et qui est justifié par sa propre nécessité, et sachez qu'il faut faire de nécessité vertu, c'est pas de moi, mais je retrouverai l'auteur de cette phrase. Naturel et nécessaire, donc manger, boire, dormir. Dormir est vraiment l'exemple absolu de ce qui est naturel et nécessaire. Chaque être humain, voilà, de dormir plus ou moins longtemps, ça dépend voilà, on est tous différents à ce niveau-là. Alors, est-ce que dormir 15 heures par jour c'est forcément nécessaire? Bon, ça c'est après chacun voit à midi à sa porte, mais a priori ce sont pas des désirs dont il faudrait se méfier, puisque d'avoir faim et d'avoir soif et de vouloir dormir, ça a toujours été là. On n'a jamais rien décidé par rapport à ces désirs-là. Ça nous anime au quotidien, ça nous fait, là, ça crée un quotidien, ça nous fait vivre. Le soir, on va se coucher, on dort, etc. Même si on n'a pas envie d'aller dormir. Et c'est nécessaire parce qu'effectivement, si on ne mange pas, si on ne boit pas et si on ne dort pas, on finit par mourir. D'autres désirs sont naturels et nécessaires. Le désir d'être protégé physiquement. C'est-à-dire que celui qui veut avoir un couteau, une arme à feu ou un truc comme ça chez lui, certains diront que ce n'est pas nécessaire, d'autres diront que ça l'est, ça dépend du niveau de violence dans la société dans laquelle vous vivez, ça dépend de beaucoup de choses, mais je vais quand même le mettre dans naturel et nécessaire, le sentiment d'être protégé. Le désir d'avoir une protection physique, que ça soit une arme sur soi ou que ça soit d'être protégé par l'État, protégé par la police et ce genre de choses. Donc c'est naturel et nécessaire. C'est pas non nécessaire de voilà, parce que si on n'est pas protégé contre les attaques physiques, on meurt. Et personne n'a envie de mourir.
Alors, ce qui est naturel et non nécessaire. C'est des choses qu'on peut vouloir naturellement, qu'on n'a pas décidé de vouloir ou de ne pas vouloir, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors, évidemment, comme je l'ai rappelé au début, ce ne sont pas des cases fermées, c'est-à-dire que, voilà, manger jusqu'à quel point? Est-ce que c'est si utile de manger? Est-ce que c'est nécessaire de manger du caviar? Voilà, bonne question. Est-ce que c'est nécessaire de manger du foie gras? Certains vous diraient oui, mais moi je vous dirais plutôt que on peut désirer manger, mais on peut pas forcément désirer manger tout et n'importe quoi. Ou ça dépend de la quantité, ça dépend de voilà. Alors, par exemple, pour une femme, vouloir se vernir les ongles, c'est naturel de vouloir se faire belle. Ça peut être aussi mettre du rouge à lèvres, ce genre de choses. Est-ce que c'est nécessaire? Non. C'est pas parce qu'une fille, si elle oublie de mettre du rouge à lèvres, une fille ou je sais pas comment on appelle ça, du vernis à ongles, ça va pas la tuer si elle oublie de le faire, heureusement. Mais elle a vraiment envie de se faire belle, c'est quelque chose qui est naturel chez les filles d'avoir envie de se faire belle. Et d'ailleurs, c'est naturel pour les hommes de vouloir jouer, de vouloir être le plus fort, le plus grand, le plus beau, etc. Des choses naturelles qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui sont là quand même. Les désirs non naturels et nécessaires. C'est des choses qui ne sont pas essentielles à l'animal que nous sommes, mais qui semblent assez nécessaires ou qui on vit tellement mieux avec, ou finalement qui nous semblent essentiels à notre survie, mais d'une autre façon un peu plus élevée, on dira. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Hein. Alors quand je dis non naturel et nécessaire, je pense tout simplement au désir d'avoir une maison. C'est non naturel. On pourrait trop bien vivre sous les arbres, etc. ou dans des grottes, mais en fait, on désire pouvoir soit se déplacer, avoir un toit sur notre tête. C'est pas forcément quelque chose de très naturel, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Le fait de vouloir avoir une route, par exemple. Les routes, c'est pas naturel, ça n'existe pas dans la nature les routes. Enfin, à la limite les cours d'eau, mais ça s'arrête un peu là. Mais c'est tellement plus pratique d'aller entre deux villages par une route que finalement, on a fini par la faire parce que c'est devenu nécessaire. La volonté d'avoir un puits, par exemple. Dans un village, vous avez un cours d'eau qui passe. Vous pouvez tout simplement aller vous servir dans le cours d'eau. Par exemple, si vous voulez pouvoir sauver de l'eau ou savoir où chercher de l'eau, eh bien, vous pouvez tout simplement avoir un puits. Et c'est tellement plus pratique que c'est devenu nécessaire de voilà toutes des choses que l'homme fait qui sont a priori pas naturelles mais qui améliorent tellement ses possibilités de vie. Et pensez à autre chose aussi, à quelque chose comme l'art. Moi je pense que l'art est non naturel et nécessaire. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas besoin, que nous sommes, hein, n'ont pas besoin d'art pour survivre. Voilà, pour survivre, il faut manger, boire et se protéger, hein, avoir des armes sur soi, il faut tout un tas de choses. Mais si vous voulez, nécessaire parce que si vous voulez, c'est devenu l'être humain. Je vais pas trop empiéter sur mon cours sur la philosophie de combat, mais pour ne pas trop empiéter pour pouvoir survivre quelque part à la mort, on a créé les arts, on a créé l'art, on s'est mis à peindre, on s'est mis à dessiner, on s'est mis à après voilà à faire de la je pense aux grottes de Lascaux, mais on s'est mis à faire plein de choses, des objets, des petites statuettes, qui représentaient des divinités, enfin bref. Euh, Là ça va être très ça prête à controverse ce que je veux dire, mais est-ce que Dieu finalement n'est pas nécessaire? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Au-delà de Dieu, il y a d'autres questions qui se posent bien sûr, mais l'idée de l'art est très importante, l'idée de faire quelque chose qui va rester après sa mort, ou l'idée de faire quelque chose de supérieur qui n'existe pas dans la nature. À savoir que dans le mythe de Prométhée, hein, Prométhée donne le feu et les arts aux hommes, et donc il y a deux significations. Il donne le feu, donc la science, et les arts. Et les arts, c'est la volonté de s'arracher à la nature. Et ça,
c'est très important. Je l'ai peut-être déjà dit, mais il y a une grande opposition entre nature et culture dans la philosophie. Et c'est vrai que quand on dit les hommes sont capables de faire de l'art, ils sont capables de s'arracher à la nature, et comme j'ai dit pu le dire dans ma vidéo sur la éthique et la morale, ils sont en dehors du cosmos, hein, c'est des êtres qui sont a priori dans le cosmos et hors du cosmos en même temps. Eh bien, je pense que l'art est quelque chose pour l'être humain de nécessaire, qui est plus ou moins nécessaire en fonction des civilisations, mais si vous voulez, on a cette nécessité, ce désir très puissant de créer, euh, voilà, et de créer des choses qui ne sont pas dans la nature. On a voilà deux désirs très profonds, hein. Imite dans l'art, hein. Imiter la nature dans l'art, hein. On prend un tableau et ce tableau représente une scène champêtre quelque part au fin fond de la France, et puis voilà, ça, on imite la nature, et aller contrairement et faire exactement l'inverse de la nature, ça peut être c'est très contemporain, ça peut être pas les impressionnistes, les surréalistes, où on commence à créer des formes et des objets qui sont complètement en dehors de la nature, très contemporain d'ailleurs. Et donc, ça nous amène à notre dernière catégorie de désirs, les désirs non naturels et non nécessaires. Alors ça, c'est tout ce qui est problématique dans les désirs de l'être humain. C'est-à-dire que si vous avez faim et soif, ça pose de problème à personne. À la limite, c'est très sain. Je veux dire, vaut mieux que vos désirs soient satisfaits. Si vous désirez de l'argent, de l'honneur et ce genre de choses, c'est non naturel, non nécessaire. Suivre la mode, par exemple, alors ça, c'est vraiment quelque chose de non naturel, de non nécessaire. Et tout ça, ce sont des désirs qui ne sont pas problématiques, bien sûr. Enfin, a priori qui ne sont pas problématiques, a posteriori qu'ils le sont, pour certaines raisons qu'on va essayer d'élucider, mais disons que il y a des désirs qui sont non naturels et non nécessaires. Pensez à l'argent, le désir de vouloir de l'argent comme ça. Est-ce que ça correspond à la nature humaine? On pourrait dire oui, ça correspond à la nature humaine, mais c'est non naturel, c'est pas dans la nature, si vous voulez, et non nécessaire. Le désir, le plaisir prêt à l'argent ou aux honneurs n'est pas quelque chose de nécessaire à notre survie. Aujourd'hui, dans le monde actuel, oui, mais a priori, si vous étiez à poil dans la nature, vous auriez tout ce qui est nécessaire à votre survie. Ça serait des choses comme manger, boire, dormir, à votre production physique. Et si vous étiez encore toujours à poil dans la nature, vous voudriez avoir un habitat au-dessus de votre tête, un puits, et à la limite une grotte pour pouvoir dessiner. Mais vous voudrez sûrement pas avoir des ongles bien vernis, du gel dans les cheveux ou beaucoup d'argent. Tout ça, vous en avez rien à foutre, vous êtes à poil dans la nature, il faut survivre. Et par contre, il y a tout un tas de choses qu'on crée qui sont non nécessaires, puisqu'elles par rapport à cette logique de on est tout nu dans la nature, et bien après il y a des choses qui il y a il y a toute une logique. On est à poil dans la nature une fois un certain nombre de choses, et il y a puis toute une autre logique où on a bien mangé, on a bien bu, on a bien dormi, on est bien protégé, on a une maison, un habitat, des routes, des puits, on a dessiné toute la grotte de Lascaux. Et puis il y a des choses qui après sont vraiment non nécessaires, voilà, qui n'ont pas de durée. Spécifiquement après notre mort, hein, l'argent, l'honneur, ces choses, c'est un peu futile, que le sage tente non pas de mettre à distance, mais parce que ça serait idiot. Le sage étant un être humain, il a aussi lui ces désirs-là, mais il les maîtrise mieux que, on va dire, le commun des mortels. Et comme on est dans la philosophie de combat et que la philosophie c'est la volonté de devenir sage quand même, eh bien sachez que vous avez en vous ce désir d'argent, ce désir d'honneur, le désir d'avoir des femmes, le désir d'avoir des tas de choses. Et à la limite, c'est pas très bien, c'est pas très problématique. C'est bien de vouloir avoir beaucoup de femmes ou d'en avoir qu'une, c'est bien aussi. Vouloir être connu et respecté par tout le monde, c'est bien a priori. Et vouloir gagner de l'argent, ça me semble plutôt charitable et honnête, surtout si vous travaillez pour le gagner. A priori, donc c'est pas très problématique, mais on catégorise comme ça, non naturel et non nécessaire. Alors, le sage épicurien vous dira que les désirs non naturels et non nécessaires nous font souffrir, tout simplement parce que l'argent, l'honneur, les femmes, les machins, etc., tout ça, c'est bien, mais c'est non naturel et non nécessaire, donc ça ne sert à rien, donc arrêtez de désirer ou de vouloir ce genre de choses.
je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est déjà une bonne analyse et une analyse pertinente et une grande intelligence de Épicure de nous expliquer que l'homme souffre parce qu'il désire des choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont qui ne sont ni dans la nature ni nécessaires. Donc il faut essayer d'éviter ces types de désirs, ça c'est la philosophie épicurienne. Je suis à moitié d'accord avec ça, et je vais vous expliquer pourquoi en continuant sur tout ce qui est désir et plaisir, fini et infini. Alors, je viens de voir le temps, 45 minutes, donc je vais devoir m'arrêter là. Je reprends tout de suite après sur désir et plaisir, fini et infini. Ça va permettre un peu de faire la différence entre quelqu'un, par exemple, qui veut de l'argent. Moi, a priori, j'ai pas de problème avec ça, mais ce qui me dérange, c'est qu'il en veut combien. Et on va voir, quand on fait une petite subtile analyse, de voir qu'il y a des désirs finis et infinis, et c'est plutôt ça qui nous fait souffrir. Bon, on continue tout de suite, ça sera ma 15e vidéo, bientôt, sur les désirs.